Mesdames, Messieurs, la structuration de l'activité économique et l'organisation politique et administrative des chefferies traditionnelles en Afrique forcèrent l'admiration. Hélas, ce mode d'organisation est du passé. Toutefois, subsistent encore des territoires organisés sous la forme royale et qui sont reconnus par l'État central. Mais aujourd'hui, est-il important de conserver ces espaces dans une république? En quoi sont-ils utiles au pouvoir public central? Quel apport au développement de ces États qui les abritent? Afrique, conservation de la tradition, pour quels gains socio-économiques? C'est le thème de cette émission ici, ailleurs, consacrée à la royauté et à ses attributs. Et pour en débattre, je reçois pour vous Sa Majesté Nikwe Kwatakwatakou II, roi de la civilisation Guin du Bénin. Merci, Majesté, d'être là. Bonjour. En face de vous, c'est Dr Raymond Asogba. Lui, il est un habitué de ce plateau socio-anthropologue. Il est maître de conférences des universités du CAMES. Docteur, merci encore une fois d'être là. Bonjour, monsieur Ametonou. Je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices. Alors, chaque 10 janvier, par exemple, depuis quelques décennies déjà, le monde entier a le regard tourné vers le Bénin. C'est pour célébrer la fête du Vaudou. En réalité, était-ce nécessaire, cette célébration, pour vous? Oui, merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que, d'une certaine manière, la rencontre de l'Europe avec l'Afrique a posé la problématique de la gouvernance. Et nécessairement, historiquement, il faut dire que depuis 1894, quand la France a pris la même mise, a mis le territoire sous sa gouvernance, la pensée vaudou, ce que j'appelle le vaudou, ce que j'appelle les pouvoirs publics de gestion de ce territoire ont été exclus de la gouvernance. Et pendant près de 98 ans, et ceux-là qui ont été, qu'on appelle rois aujourd'hui, sont devenus des substituts de l'administration. Mais depuis 1992, je pense qu'avec la reconnaissance des religions traditionnelles, les acteurs, les gouvernants du pays profond sont revenus fortement sous les feux de la rampe. Donc aujourd'hui, il y a la problématique donc, de l'articulation de leur pouvoir avec la gestion dont l'élite disons, intellectuelle a la charge. Et donc cette problématique est celle du 10 janvier aussi. Donc vous pensez que c'est important? C'est cardiaque. Alors, Majesté Kwatakwatakou II, la fête du 10 janvier, puisque vous êtes aussi gardien de la tradition, est-ce que vous pensez que c'est important de célébrer la fête de Vaudou le 10 janvier? C'est très important. Je vais vous dire quelque chose qui est très simple. C'est que la fête du 10 janvier permet à toute la communauté béninoise de communier avec les Vaudous, quels qu'ils soient. Chaque tribu, chaque groupe ethnique a ses propres entités phénoménales. Ces entités phénoménales, c'est les Vaudous. Donc, le fait d'avoir une fête de Vaudou globale, c'est la possibilité qui est donnée à chaque groupe ethnique et son leader d'aller chez d'autres groupes ethniques, communier avec leurs Vaudous. C'est un partage formidable, c'est un échange formidable. Ça permet à ceux qui ne connaissent pas les autres Vaudous de les pénétrer, de les connaître davantage. Fatalement, c'est la meilleure chose qui a pu nous arriver donc dans la royauté. C'est essentiel. C'est essentiel depuis sa création. Alors, cette fête a été instituée, vous parlez donc de l'année 1992 à ce jour, des décennies après. Est-ce que vous avez noté quand même certains apports pour le pays? Oui, en fait, bien sûr, il y a une dynamique, mais en dents de scie. Parce que le 10 janvier a été institué, expérimenté, sur proposition bien sûr des dignitaires et des différents rois au président Soglo. Mais dès qu'il a quitté le pouvoir, vous allez constater que la gestion de Kérékou à Yaïboni pendant 20 ans, disons que presque rien n'a été fait. Sinon qu'à partir de Yaïboni, la collégialité de ces gouvernants de nos Wendomenou a été versée dans la société civile. Et donc, il y a eu une forme d'instrumentalisation politique pour les transformer en un bétail électoral.
il a fallu, disons, le travail que font les dignitaires qui se sont, ils se sont mis à s'organiser. Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup d'associations qui rassemblent ceux-là qu'on appelle les têtes couronnées, les dignitaires. Et il a fallu maintenant, je vais dire, l'avènement du président Talon, la rupture, pour consacrer le deuxième pas, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qu'il a appelé les chefs traditionnels. Mais cela vient compléter ce qui s'est fait sous Kérékou, parce que c'est Kérékou, bien sûr, qui a fait signer le décret de reconnaissance, d'institutionnalisation du 10 janvier. Donc, cela fait, il y a eu 2 pas. Maintenant, il faut s'attendre à quelque chose, parce que c'est une grande problématique. Vous savez, lorsque Ouida 92 a eu lieu, et que le vaudou subitement est revenu sur le marché et de l'émulation sentimentale et religieuse des Béninois, le pape Jean-Paul II, tout de suite, a programmé un voyage pour venir ici en 1993. Et il a souhaité rencontrer les chefs des religions traditionnelles. Ça n'a pas été ça n'a pas été au goût de l'épiscopat. Et il est venu parce qu'il a pressenti quelque chose. Vous savez, pendant 98 ans, on a pensé que le Bénin était acquis à Jésus-Christ, c'est-à-dire à la religion chrétienne. Mais avec Ouida 92, le pape a compris qu'il y a une dynamique conflictuelle qui est en vue. Et il est venu en 93, il a rencontré les chefs des religions traditionnelles et il a parlé du dialogue interreligieux. Donc vous avez vu tout de suite, il y a une problématique de régulation pour savoir en fait la résurgence du vaudou, quelle sera sa place dans la gestion de l'État moderne, dans la gestion de la nation et surtout la sociabilité qu'il doit y avoir entre les différentes obédiences religieuses chez nous. Et donc, c'est important de revenir dessus pour dire que le défi n'est pas encore relevé parce que il faut dire foncièrement qu'il y a certaines obédiences religieuses qui continuent toujours, et c'est ça qui étonne. On va revenir tout à l'heure à diaboliser. Oui, il y a cet aspect du vaudou. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même les pratiques de ces Rounon et autres qui amènent donc ces obédiences à se comporter ainsi envers le vaudou? Vous allez donc le développer tout à l'heure. Majesté Patakou, vous évoquez tout à l'heure cette interprétation ethnique pendant cette célébration du 10 janvier. Mais est-ce que, au-delà donc de ces rapprochements des ethnies, et cette fête participe quand même d'une manière ou d'une autre à la vitalité économique, par exemple, du pays? Bon, pas encore vraiment, parce que moi je pense que actuellement, quand on parle du fait du vaudou, il y a trop de concentrations qui sont faites sur certaines régions, qui sont privilégiées par rapport à d'autres. C'est ce privilège que nous voulons combattre. La fête du vaudou devrait être une fête nationale. Et malheureusement, ça a été politisé. Il y a des régions qui sont, je pense, privilégiées. Hein. Par exemple, je vais vous dire que dans mon village, qui est Agoué, c'est la capitale du Bénin. C'est par là qu'on transitait tous les 1000 ans dans ce pays. Et normalement, Agoué devrait être le creuset même de la fête du vaudou gain, des vaudous gains, parce que nous avons 41 divinités, nous. Je suis, moi, le roi des Rounons et des adeptes qui vénèrent 41 divinités. Voyez-vous? Donc, tout ça, chaque 10 janvier, nous nous débrouillons pour fêter. Cette année, c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire, eu égard aux petits problèmes que connaît Agoué actuellement dans la tradition. Mais sinon, c'est une fête qui est très importante pour nous. Mais au niveau national,
je ne vois pas très bien ce qui se fait. Chacun fait dans son fief, quoi. À l'occasion de Ouida 92, il était quand même dit que le Bénin serait donc cette plateforme touristique où les déportés, entre-temps, qui voudront donc revenir à la source, pourront donc revenir donc, au cours de cette célébration. Mais qu'est-ce qui est noté aujourd'hui, puisque vous parlez d'une célébration disparate? Est-ce que comme ça, on peut capter les touristes? Oui, non, mais pour capter les touristes, il faut que déjà, j'allais dire, la fête du vaudou, le vaudou, les traditions ancestrales soient programmées dans les guides touristiques. Ce qui n'est pas toujours le cas, vous comprenez? On n'a pas suffisamment, c'est peut-être la faute de nous tous, responsables leaders traditionnels, on n'a pas suffisamment vendu notre tradition. Et c'est dommage, comme si on en avait peur. Et ça, je ne dirais pas que c'est la faute des autres, parce qu'on a toujours tendance à reporter tout sur la faute de l'Occident. Moi, je dis que c'est un peu de notre faute. On n'a pas ce courage, cette volonté, et on a honte des fois même parfois, à cause des religions dites établies. On a honte. On a honte malheureusement de dire, voilà, nous sommes fiers d'être vaudous, d'être nés vaudous. Parce que vous savez, on est vaudou de père ou de mère. C'est par le sang. Vous comprenez? On est adepte de père ou de mère. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte. Et je pense qu'il y a une honte qui s'installe. Lorsque vous parlez du vaudou quelque part, les gens ont peur, malheureusement, il y a encore une certaine peur. Et ça, il faut déjà combattre cela pour pouvoir faire passer le message maintenant à nos visiteurs. Des futurs visiteurs, les touristes, donc je veux dire. Alors, avant de revenir donc au docteur, je vais rester donc à votre niveau, Majesté, pour savoir, est-ce que le vaudou tel que célébré aujourd'hui, au plan culturel, c'est cela, le vaudou vraiment? Ben, d'abord, le vaudou, ce n'est pas seulement notre culture, c'est également nos cultes, nos rituels, notre tradition, ça renferme beaucoup de choses. En fait, vous savez, quand on parle d'entité phénoménale, je veux prendre par exemple mon exemple que je connais bien. Notre divinité à nous s'appelle Ataklan. Clan veut dire hyène. Donc notre vaudou à nous est personnalisé par l'hyène, par l'animal, l'hyène, d'accord? Mais ancestralement, ça a une signification. Parce que si vous voyez nos origines à nous, les Guins, on vient d'Israël. Moi, ma famille royale est sortie de la tribu de Benjamin, chassée d'Israël. Mais sachez que les autres tribus, il y a 12 tribus qui ont été chassées d'Israël. Et la plupart sont des Gans qui viennent du Ghana. Les Guins sont venus du Ghana. Ils étaient les Gans. Quand ils sont arrivés sur le territoire national, en 1000 ans, ça a donné Guins. Ils sont devenus Guins. Guins vient du mot Guingbo. Guingbo qui veut dire Accra. Moi, je viens d'Accra. Donc, on parle de Guingbé. Bon, c'est en français, on appelle ça le Minan, mais il faut dire qu'il y a un clan au Togo qui n'aime pas trop qu'on s'approprie le mot Minan. Donc, je ne vais pas m'approprier le mot Minan, mais en français, malheureusement, dans d'autres langues, on appelle ça le Minan. Vous ne pouvez pas trouver dans le dictionnaire le Guingbé. Vous allez trouver peut-être le Minan, d'accord? Donc, moi, je vous dis une chose, c'est qu'au Togo, par exemple, ils ont une organisation chez les Guins qui s'appelle le Pesoso, c'est-à-dire la prise de la pierre sacrée. Est-ce que vous voyez le monde que ça draine? Notre fête du vaudou, on n'a pas réussi encore, à mon avis, à fédérer toutes les religions endogènes du Bénin pour faire une seule fête nationale. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ça n'existe pas, malheureusement. Ça n'existe pas. Les vaudous, ce n'est pas seulement le folklore que nous avons le 10 et l'après 10 janvier. Alors, avant de parler de l'après 10 janvier, vous évoquiez tout à l'heure, puisque Majesté aussi a fait donc une ouverture à ce niveau, on en a honte simplement parce que ça ne véhicule pas forcément une bonne image. Alors, si les religions établies nous voient d'un mauvais œil, c'est entre autres cela des raisons, non? Oui, et en fait, la problématique au plan universitaire et du point de vue de la théorie de la contre-acculturation qui tient compte de la dialectique mondiale du discours que je peux tenir sur moi-même et ma société, c'est que le vaudou n'est pas que les divinités. Le vaudou, dans mon hypothèse, c'est une pensée que Dada Huegbadja a utilisée pour organiser
l'État du Dahomey et maintenant aussi l'agrandir. D'un autre côté, il faut dire que depuis que les religions d'emprunt comme le christianisme et l'islam sont arrivées avec les évangélistes, vous savez que Kérékou, quand il est venu, Kérékou II, c'est pratiquement les évangélistes qui sont venus au pouvoir. Et avec Yahi, ce sont les évangélistes. C'est une réalité que justement c'est-à-dire les cadres qui sont soit des intellectuels chrétiens ou évangéliques qui ont géré le pouvoir. Donc dans ces conditions, ils ne savent pas quoi faire du 10 janvier. Vous voyez un peu. Mieux, c'est le président Soglo qui l'a pensé. Il y a un texte, le gouvernement de Soglo a fait sortir un livre, je pense à l'Harmattan, sur Ouida 92, qu'il faut redécouvrir. Il a perçu, disons, la version politique, économique, culturelle, vous voyez, et éducative du vaudou. Et il a souhaité que cela donne une certaine envergure, donc pour en fait réorganiser l'économie. Vous voyez un peu. Et donc cette vision a été mise sous le boisseau dès que Kérékou est revenu. Et puis il faut le dire, bon, certains ont dit que Soglo n'a pas été réélu parce que c'est sous lui que le 10 janvier est revenu. Donc le 10 janvier, en fait, c'est l'émulation des Béninois, mais aussi contre les Béninois. Pourquoi? Parce que vous savez, les cadres qui soient chrétiens ou musulmans ou évangéliques, de par leur nom de famille, ils sont dans le vaudou. Vous voyez? Donc il y a une contradiction de naître de la communauté du vaudou, mais de se revendiquer chrétien, musulman. Donc, comment articuler ça? Ce qui est sûr, hein, il y a quelqu'un qui a constaté que tout le temps que Kérékou est resté là, Yahi Boni est resté là, aucun d'eux n'est allé à une célébration du 10 janvier, mais on les retrouve à l'église. On les retrouve dans les célébrations des religions. Donc, le nouveau président qui est là, même si vous avez dit qu'il a fait le deuxième pas en termes d'institutionnalisation du vaudou, mais il n'a jamais participé encore de façon officielle à une célébration. Non, justement, mais au moins lui, et il nous démontre quelque chose. Il a affirmé que le vaudou, c'est notre culture. Ça suffit. Il a dit ça. Ensuite, il a dit, quand il a rencontré les chefs traditionnels, il a utilisé le paradigme du Vidaho, qui est en fait une instance politique de la pensée vaudou. Et ça, c'est très important. De plus, il a promis aux chefs, aux têtes couronnées, intégrer les rois dignitaires dans l'organigramme administratif béninois. Il a promis ça. Et il y a un comité de suivi pour ça. Ensuite, il a promis intégrer les Bokono et autres. Il a promis réglementer leur activité. Vous voyez un peu. Donc tout cela est intéressant. Donc ça veut dire donc, que quelque part, il a fait un certain marketing. Mais en fait, ici, l'interrogation, c'est de savoir s'il va comprendre qu'aujourd'hui, la mauvaise gouvernance qu'il est en train de critiquer, de dénoncer, c'est une mauvaise gouvernance due au fait justement de la déprédation que les Béninois tirent en se revendiquant des idéologies empruntées. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, l'alternative... Vous pensez que si on rentre dans la pensée vaudou, la lutte contre la corruption sera effective? La bonne gouvernance, il va la réussir. Et c'est l'alternative qui est là aujourd'hui. Parce que vous allez découvrir, à Sinandé, quand il était à Sinandé, on a l'impression qu'il s'est réveillé. Il a appelé le peuple à marcher pour la bonne gouvernance. C'est-à-dire... La marche verte, Yahi Boni l'avait déjà organisée. Non, ici. pas la marche verte. Ici, ce n'est pas la marche verte. Parce que lui-même, il a reconnu. Et c'est ça, en fait, qui est... En fait, aujourd'hui, c'est le dragon qui est là. Avec tout ce qu'il a fait, c'est le dragon qui est là parce que nous sommes menacés nous-mêmes par nos turpitudes. Et donc, il a reconnu que tous les cas de ce pays sont forclos si on va parler de bonne gouvernance. Mais il les a rassemblés pour aider à redresser le pays. Mais ce qu'il faut maintenant,
Et puisque il faut les libertés, parce que les libertés n'ont d'importance que pour justement construire la bonne gouvernance. Nous avons vu que toutes les institutions qui sont là, présidence, république et cour constitutionnelle, sont copiées sur la France. Et ce sont des idéologies qui ne viennent pas de notre culture. Kérékou a expérimenté le PRPB, l'idéologie du marxisme-léninisme, qui constitue une idéologie aussi qui ne vient pas du peuple. Aujourd'hui, l'alternative, c'est quoi? C'est la pensée vaudou. Parce qu'avec la pensée vaudou, il y a un certain rapport qui est tissé et qui fait que, justement, celui qui a une gestion de la chose publique est appelé à une bonne gouvernance. Quand vous prenez les rois, il y a une problématique là. Et pourquoi on dit roi? Lui, il doit être folie ou bien... Ça se pose parce que la langue devient... l'outil de la bonne gouvernance. Quand tu parles français, nous sommes dans la corruption. Mais quand tu vas parler la langue, bien sûr que je ne dis pas que tout est au beau-fils, mais nous vivons en fait une situation de confusion et nous pensons que donc en fait la problématique de la gouvernance, c'est que l'État qui est là retourne le pouvoir au roi. D'accord. Le roi, et ça, c'est les avancées on verra qu'il faut développer. On verra si le pouvoir central a intérêt à ce que le roi soit assez fort. Alors, Majesté Patapatakou II, au roi de la civilisation au du Bénin, vous avez quand même, avant d'en arriver là, vous avez connu quand même des étapes d'évolution. Dans le monde aussi, vous avez effectué des voyages. Vous savez que la pensée vaudou n'est pas seulement l'apanage des Béninois, elle se retrouve un peu partout dans le monde. Au Brésil, on parle de vaudou. En Haïti, également, on parle de vaudou et dans beaucoup d'autres pays. Est-ce que vous pensez que c'est la même considération que nous avons aujourd'hui de la chose au Bénin qu'on a dans le monde aussi? Bon, je suis content de cette question. Je suis très content parce que ça va nous permettre de resituer les choses, hein, d'accord? D'abord, pour commencer, de quelle royauté nous parlons? Parce qu'on parle de roi. Moi, je suis roi. Mais j'aimerais préciser ce que c'est que la royauté. Donc, avant d'en arriver là, est-ce que la même considération que nous avons pour le vaudou, en tant que vous êtes aussi chef de civilisation, donc vous avez 41 divinités, vous avez dit. Oui. À travers le monde, ce que vous avez vu au Brésil, par exemple, en Haïti, est-ce que c'est la même considération que les uns et les autres ont pour le vaudou que nous avons au Bénin ici? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. C'est que au Brésil ou dans d'autres pays comme dans les Antilles, qui est française bien sûr, et les Antilles françaises, dans Haïti, tout ça là, ce sont des religions héritées de l'esclavage. Vous comprenez? Et c'est donc pas la même chose. Pourquoi? Parce que nous avons gardé ici, en Afrique, une authenticité que eux ils n'ont pas. Ils ont un peu dilué. C'est comme notre musique. Si vous allez aux États-Unis, le jazz provient des musiques ancestrales tirées de l'esclavage. Ce sont des esclaves qui commençaient à faire des rythmes et petit à petit, ils ont pris les instruments des Blancs et ils ont transformé ça et c'est devenu le jazz. Pour les religions, c'est la même chose. Les religions ont subi certaines évolutions qu'on n'a pas, nous. C'est pour ça que nous avons intérêt à nous imprégner de toutes ces cultures-là et de toutes ces évolutions pour nous faire notre propre évolution ici. Il faut tirer de ces évolutions tout ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a beaucoup de choses positives. Alors, pour en venir donc à la préoccupation du docteur qui estime que le pouvoir a intérêt à retourner, du moins oui, l'État central a intérêt à retourner le pouvoir au roi. Oui. Alors, lorsqu'on parle de roi aujourd'hui, surtout avec cette reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution au Bénin, par exemple, il y a une floraison donc, de rois. On ne sait plus vraiment où ils sont. À l'école, on ne nous a pas enseigné autant de royaumes, mais aujourd'hui, quand on compte les rois, le Bénin a plus de 100 royaumes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, je vais essayer d'être concis et précis. Vous savez, depuis que le président Yahya Boni a tenté de constituer dans le budget de l'État une certaine subvention au roi, ça a attiré beaucoup de convoitises. Donc pour pouvoir toucher cette subvention-là, il y a eu à partir de ce moment-là, une floraison d'intronisation sauvage.
je dois reconnaître, c'est vrai. D'accord? Et pour être roi, il faut avoir été choisi. Ce n'est pas une élection. Le roi n'est pas président de la République, c'est différent. D'accord? Et nous sommes choisis, pas par nos électeurs. En fait, nos électeurs, à nous, sont les ancêtres, si vous préférez. C'est eux qui nous choisissent là-bas. Mais ça, j'arriverai pas à vous faire comprendre, mais je suis sûr que beaucoup des téléspectateurs vont comprendre que dans la tradition, c'est le Fa qui choisit le leader traditionnel. Même le Rounon, c'est le Fa qui le choisit pour telle entité phénoménale. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Fa choisi, mais contesté. Le Fa est contesté tout simplement parce que c'est vrai que à partir du moment où ça a été politisé et puis économiquement c'est devenu un marchandage, forcément, rien n'est parfait. Mais nous tendons vers la perfection. On est désolé, il y a des problèmes, nous avons des problèmes, c'est entre nous que nous allons pouvoir réussir. Mais il faut savoir dénoncer. Le problème de la tradition au Bénin, c'est que tout est resté très secret. Et ça, c'est pas bon. Moi, je suis un leader traditionnel qui est pour l'ouverture. Et il faut ouvrir. Ne serait-ce que comment diffuser, par exemple, des cours. Comment lire le Fa. Il faut que tout le monde soit capable de le lire. Vous savez, moi, j'ai sorti un ouvrage où, dans ma famille, n'importe qui vient peut demander aux divinités, peut parler avec les ancêtres grâce au Kori. C'est très simple. Et il faut que les gens soient capables de le faire. Il ne faut pas toujours dépendre de quelqu'un pour ça. Parce que c'est parce qu'on dépend trop des autres qu'il y a un problème. Ça devient un marchandage, vous voyez. Donc, moi, je pense qu'il faut libéraliser un peu ce domaine. Maintenant, oui, excusez-moi, oui. Allez-y. Est-ce que vous pensez qu'en retournant le pouvoir aujourd'hui au roi, la cité peut être mieux gérée? Non, je ne le crois pas du tout alors. Pas du tout. C'est pour ça qu'au début de mon intervention, je voulais parler de la royauté un peu plus, hein, d'accord? Les formes de royauté ne sont pas les mêmes partout. Vous avez des rois politiques, comme le roi du Maroc, c'est un roi politique, nous sommes d'accord? Il a rang de chef d'État, etc. Bon, vous avez des rois traditionnels. Nous sommes des rois traditionnels. Vous ne pouvez pas demander à un roi traditionnel de devenir chef d'État. C'est impossible. C'est impossible. Il n'en a pas la qualité actuellement. Hein. Ils avaient la qualité avant. Parce qu'avant, ils avaient le pouvoir économique. Ils avaient le pouvoir politique. Ils avaient le pouvoir militaire. Ils avaient tous les pouvoirs. Aujourd'hui, nous sommes dans une république. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit de voir comment concilier le pouvoir traditionnel avec le pouvoir politique. Cohabiter. Cette cohabitation est possible. Et je pense que le chef de l'État a compris, c'est pour ça qu'il est en train de travailler dessus. Et moi, je l'encourage fortement, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est de savoir comment allier le pouvoir politique avec le pouvoir traditionnel. C'est possible. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour le pouvoir politique. Mais avec ce nombre, cette pléthore de rois aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le pouvoir central peut s'en sortir? Vous savez, moi, j'ai déjà résolu le problème du nombre pléthore dont vous parlez. Moi, j'ai déjà résolu et je ne comprends pas comment ça se fait que ce problème n'ait pas été résolu depuis longtemps. C'est très facile. Très facile. Vous avez des rois à compétences territoriales. On les connaît. Vous avez des rois à compétences ethniques. Alors, un roi à compétences ethniques, dans la royauté à compétences ethniques, il y a une hiérarchie. D'accord? Vous avez le roi, tout en haut de la hiérarchie, vous avez le roi de la tribu, du groupe ethnique, si vous préférez. Par exemple, le roi des Yoruba, le roi des Ga, comme je suis un roi à compétences ethniques. Et ensuite, vous savez, dans un groupe ethnique, il y a plusieurs clans. Donc, il y a le roi des clans. C'est un genre de sous-chef. On va parler en chefferie, hein, parce que roi, là, c'est ça qui nous divise un peu. Tout le monde veut être roi. En fait, nous sommes très peu des rois. Vous savez, il faut utiliser plutôt le mot chef traditionnel, chefferie traditionnelle. C'est plus approprié à notre position. Roi, là, ça donne l'impression d'être le roi Louis XIV, alors que nous ne sommes pas du tout dans cette dimension. Vous comprenez? Et moi, je dis, la chefferie traditionnelle, il y a le chef, traditionnel, qui a compétence territoriale. Par exemple, le roi d'Abomey, il a une compétence territoriale. Vous comprenez? Le roi des Ga, il a une compétence ethnique.
C'est ça. Donc ensuite, après, dans tous les clans, pour en revenir à ce que je disais, dans les clans, il y a plusieurs collectivités. Et dans les collectivités, il y a plusieurs familles. Donc vous avez les chefs de collectivité et les chefs de famille ensuite. Voilà l'organigramme un petit peu. Donc si on respecte cette hiérarchie, il n'y a pas de problème en principe. Moi, depuis 10 ans, j'ai été roi de clan. Roi d'un clan. Et le 4 octobre dernier, j'ai été promu roi de l'ethnie, du groupe ethnique des Guins, la civilisation Guin du Bénin. Nous avons appelé ça civilisation parce que civilisation renferme beaucoup de choses. Oui. Quand vous dites peuple, ça ne veut rien dire. Mais civilisation, on sait tout ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est tout ce qui est culturel, etc. Bon, et je vais vous dire quelque chose. Quand on a compris ça, on reste à sa place. Nous sommes la royauté chez nous en Afrique, là, en Afrique subsaharienne, ce n'est pas la même chose que la royauté dans les Émirats arabes ou au Maroc. Ça, c'est pas la même chose. Il faut faire très attention. Donc, aujourd'hui, là, nous n'avons pas la qualité, parce que depuis que les colons nous ont enlevé toutes ces prérogatives, nos États sont devenus des républiques. Et la République n'est pas gérée comme ça. La République, un roi aujourd'hui ne peut pas prétendre accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Pourquoi ? Parce que actuellement, il ne représente pas le Bénin. Il n'y a pas de roi du Bénin. Il représente une ethnie. Alors ça va être encore pire parce que les problèmes ethniques vont ressurgir. Et ça sera une ethnie contre d'autres ethnies. Vous comprenez ? Donc le roi, il est roi de son ethnie, ou roi d'un territoire. Mais il ne peut pas être roi du Bénin. C'est pas le même travail. Alors, Dr Raymond Sogba, vous estimez qu'il faut retourner le pouvoir à la chefferie traditionnelle, donc au roi. Pourquoi ? C'est une hypothèse de travail, de recherche qui tient compte de l'histoire. Et pour résoudre la problématique de la bonne gouvernance, il faut partir de là où nous avons été bloqués. Et c'est pourquoi, véritablement, je suis d'accord avec ce que Majesté a dit. Il a reconnu une certaine catégorisation des rois. Et nous ne disons pas qu'il faut un roi pour le Bénin. Nous avons dit qu'il faut que le pouvoir retourne au roi. Prenons l'exemple, en 1894, nous avons été bloqués là où le colon est venu avec les armes et a suspendu la dynamique de fabrication, de formation de la nationalité. Et Massa Mayassi a dit quelque chose qui m'a fait sourire aussi, parce que on a le roi du Dahomey. Mais quand Agboli Agbo, son pouvoir, il a été intronisé, qu'on a le colon a sorti une note administrative pour le reconnaître. Il a dit roi d'Abomey. Beaucoup de gens ne font pas attention à la substitution dans la langue de roi du Dahomey au roi d'Abomey. Et donc, véritablement, cette maladie de territorialisation du pouvoir, de la gouvernance endogène, vient de ce biais et de la langue française. Vous comprenez un peu. Donc, si on retourne à ce niveau-là, vous allez découvrir que la République dont on parle est une République cancérigène. La République, c'est une invention de la France. Les États-Unis ne disent pas République. L'Angleterre ne dit pas République. Donc ça veut dire que le modèle d'institutionnalisation par la République n'est pas universel. Et donc, nous devons maintenant décider de choisir. Soit on continue avec ce cancer, et ce sera en fait le pouvoir, comme l'a dit Amadou Kourouma dans Le Soleil des Indépendances, ce sera toujours le pouvoir de la mauvaise gouvernance. Or, aujourd'hui, lorsque nous disons, nous avons émis l'hypothèse qu'il faut retourner le pouvoir. Je ne dis pas le pouvoir politique, il faut retourner le pouvoir, et comme Sa Majesté l'a dit, d'accord, au roi à compétence territoriale. Et on les connaît. Oui. Kouandé, Pobé, et vous avez Niki, vous avez le Dahomey, vous avez Pobé, etc. Le mono a
une certaine particularité. Donc si on tient compte de ces éléments, nous retournons le pouvoir à ceux-là. Parce que, je vous dis, la dangerosité de continuer de les appeler rois. Les Français ont tué leur roi. Lui, il est folie ou Léaon, de par le nom de la culture gain. Quand on dit folie ou Léaon, ça veut dire qu'il y a une compétence territoriale. Mais quand on dit roi, il n'a pas de territoire. Parce que justement, on ne sait pas ce que c'est qu'un roi. Les Français même ont déjà tué leur roi. Et ils ont créé la République qui est en fait un parricide. C'est le résultat du parricide. Et ils sont maudits. Et donc leur malédiction est inscrite dans leurs institutions. C'est pourquoi eux, ils ont inventé l'élection. Ils ont inventé la démocratie. Ils ont inventé la République pour justement gérer les conséquences du parricide. Vous voyez un peu. Et donc, ils sont intelligents dans la culture politique de ce qu'ils ont inventé. Mais nous, on nous a transmis ça par facilité et par instrumentalisation. Donc, c'est pourquoi vous allez voir, depuis 60 jusqu'aux élections de 2021, vous allez voir, c'est toujours l'épée de Damoclès de la guerre, des incompréhensions, des guerres fratricides, etc. Est-ce qu'on ne peut pas sortir de ça? Donc, je pense qu'il faut abandonner ce schéma. Il faut décider de le faire. Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Mais moi, j'ai entamé la réflexion du point de vue du travail que je fais. Et je me dis qu'il faut choisir l'option de prospecter ça. Et à partir de ce moment, je pense que nos enfants pourront avoir un avenir. Parce qu'avec les institutions de la République, c'est toujours la mauvaise gouvernance. Et nous allons toujours rester dans la mauvaise gouvernance. C'est un absolu lié justement à 60 ans d'expérience, de 1960 à 2020. Nous sommes dans la 61e année. Et donc, nous pensons que maintenant, il faut que nous, les intellectuels, nous puissions accepter, vous voyez un peu, de mettre un bémol et d'assumer maintenant la rationalité. Il faut assumer la raison du vaudou. C'est-à-dire que la pensée vaudou utilise la raison du Fa. Et le Fa choisit la gouvernance. C'est pourquoi il dit les gouvernants endogènes. Et je ne dis pas roi, les gouvernants endogènes. Et donc on leur restitue leur pouvoir territorial. Parce que en le faisant, ils auront la responsabilité maintenant de la gestion de l'harmonie, de la sociabilité de leur population. Je ne dis pas peuple, parce que le peuple aussi, c'est une invention des Occidentaux dont nous ne mesurons pas toutes les conséquences. Vous comprenez un peu? Donc, à partir de ce moment, je pense que c'est un travail de balayage, d'organisation. Et c'est pourquoi je rappelle toujours que je suis d'accord, les majestés de la gouvernance par le vaudou ne sont pas formés à gérer un État. Nous ne disons pas l'État, mais il y a un État de par la compétence territoriale. Il y a une administration. Il y a une organisation sociale. Et il y a aussi une souveraineté. Et si on le fait, eux, ils ont déjà géré l'argent. On pourra sortir de la servitude monétaire. Parce que vous savez, les chefs d'État qui sont là, ils n'ont pas la force de s'opposer au CFA. Alors que si nous sortons du paradigme de la République, il n'y aura pas de guerre, je vous en prie. Parce que la gouvernance endogène par la territorialité, tout ce qu'on a dit, donne cette garantie et c'est une affaire d'organisation. Les rois se sont combattus pendant longtemps pour agrandir quand même leur territoire. Mais de toutes les façons, si aujourd'hui la République est bien organisée et que chaque roi reconnaît sa territorialité, peut-être qu'on n'en aura pas de guerre. Alors, votre domaine, votre maison royale, elle a la limite sale. Ce n'est pas pour parler de la civilisation gain, mais quand on parle de la royauté, vous savez quand même tout ce que ça renferme aujourd'hui. Il y a les palais privés, il y a des palais qui ne disent vraiment pas rien à quelqu'un parce que n'ont l'air de rien du tout. Et puis les rois sont improvisés, comme vous l'avez dit, des rois politiques. Alors si, avec les explications du docteur, on devrait quand même retourner le pouvoir au chef traditionnel, est-ce que vous pensez qu'il faut faire le ménage? Bon, moi, à mon avis, le ménage est en train de se faire.
Moi, je dirais pas le mot ménage parce que c'est un mot assez, c'est pas évident, quoi. C'est un mot assez péjoratif. Hein. Je dirais plutôt que nous sommes en train de nous réorganiser. C'est un terme beaucoup plus approprié. Dans toute réorganisation, il y a toujours un toilettage. Je préfère toilettage. Bon, toilettage. On va se faire plus beau et plus vrai. D'accord? Pour parler franchement. Mais on finira par le faire. Moi, c'est vrai que le chef de l'État est actuellement en train de réfléchir sur toutes les formules possibles pour essayer d'assainir notre corporation. Mais je le remercie parce que c'est un casse-tête permanent. C'est compliqué parce que le pouvoir traditionnel ne laisse pas de place à l'improvisation, à l'à peu près. C'est ça le problème. Et quand vous êtes chef d'État, c'est un domaine sensible, c'est un secteur sensible, c'est une corporation très sensible que la royauté, la chefferie traditionnelle. Alors, donc je voulais vous dire que moi j'ai quelques propositions à faire, très simples. C'est que d'abord déjà de ne plus appeler les rois là, des rois. D'accord? C'est la chefferie traditionnelle. Et que nous avons 12 départements, il me semble. C'est ça, hein? Nous sommes d'accord? Oui. Nous avons 12 départements. Moi, j'aimerais que le chef de l'État, pour ne pas avoir 200 rois, limite les rois à 12. 12. Voilà. C'est pas par élection, hein. C'est pas degré d'importance. Nous savons quels sont les rois les plus importants dans chaque département. Tout à l'heure, l'honorable tout à l'heure a bien parlé de Kouandé. Et j'ai esquissé, j'ai dit oui. Effectivement, quand il a parlé de Kouandé, moi j'étais d'accord. Effectivement, Kouandé représente une royauté bien assise. Et le roi de Kouandé, par exemple, pourrait représenter un département. Il y a le roi de Djougou, par ailleurs. Et il y a le roi, j'allais dire, écoutez, moi, j'ai pas la liste ici que j'ai faite. Je pourrais vous préparer une liste dans une prochaine émission, mais le roi d'Aboumé, on sait qui c'est. Vous voyez, donc le Zou a son roi aussi, vous comprenez? Donc il y a des rois qui sont déjà là, qui sont connus et qui pourraient porter chaque département. Maintenant, chaque département maintenant va s'organiser pour ses chefs traditionnels. Vous comprenez? Et ce qui fait que lorsque il y aurait des subventions pour les départements, ces subventions vont comprendre également les chefferies traditionnelles qui seront gérées par tous ces 12 rois-là. Alors, Majesté, c'est la meilleure solution. Voilà, c'est votre proposition concrète, oui. Donc, pour organiser la chefferie traditionnelle au Bénin. Alors, lorsque vous êtes de la civilisation Guin, vous savez très bien que ça va même au-delà donc, du Bénin. Le Togo est pris en compte, le Ghana est pris en compte, et dans une certaine mesure, la civilisation Guin. Non, attendez, hein, je vous laisserai pas dire ça. Pourquoi? Au Ghana, oui. Il y a Gambaché. Gambaché, c'est le roi des Gans. Et les Gans, c'est aussi notre tribu, parce que c'est de Gans que nous sommes devenus Gains. D'accord? Donc c'est une affaire de langage. On parle de Gangbé, eux, ils parlent de Gans. Vous comprenez? Mais on est les mêmes. On a les mêmes prénoms, on a les mêmes noms, tout est pareil, les divinités sont pareilles. On les retrouve là-bas. Au niveau du Togo, je ne ferai pas l'injure aux Togolais de les représenter. Les Togolais, nous sommes ensemble. Mais nous ne commandons pas le Togo. Le peuple Guin, parce qu'ils appellent ça peuple, eux. Nous, on l'appelle civilisation, nous. C'est la différence. Le peuple Guin du Togo est géré par le roi Foli Bébé. Guin Fiogan, Foli Bébé. Le peuple, mais nous, on appelle ça civilisation. Donc, la civilisation Guin du Bénin est géré par Guin Fiogan, Nikwe Patapotaku, qui est moi-même.
Oui, mais quand je ne parle pas de représentation. Je dis, vous procédez de la même pratique culturelle. Alors, l'organisation royale, par exemple, au Ghana, en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la même chose que vous voyez chez vous au Bénin? Il y a beaucoup de similitudes, et seulement c'est au niveau politique qu'on ne nous donne pas encore notre réelle place. Parce que vous ne la méritez pas, justement. Non, parce que le toilettage doit être fait. D'accord. Docteur Raymond Asogba, c'est simple. Tel que la royauté est organisée aujourd'hui, avec tout ce qui va avec, est-ce que vous pensez que vos propositions, ou même si vous appelez ça hypothèse, ont des chances d'aboutir? En fait, c'est pas parce que c'est docteur Asogba. Vous savez, pour réfléchir, je me suis donné le temps d'élaborer un cas théorique qui est la contre-acculturation. C'est-à-dire que tout en tenant compte de notre relation avec la mondialisation, aujourd'hui, il faut que nous-mêmes nous disions qui nous sommes, comme Sa Majesté est en train de le dire. Jusqu'à une période récente, ce n'était pas ça. Ce sont les anthropologues, les sociologues, les experts de la Banque mondiale et autres qui parlent de nous à notre place alors que nous sommes vivants. Vous comprenez un peu? C'est ça aussi la problématique d'aujourd'hui. Et nos chefs d'État, les administrations du Bénin, écoutent plus ceux-là que nous. Alors que l'argent qu'ils dépensent, c'est justement les populations que les majestés et dirigent et dont ils gèrent la vie, qui produisent aussi bien le coton, les produits vivriers, tout ce qu'on envoie là-bas. Donc il y a une situation, vous voyez, de reconnaître la dynamique sociale. C'est par rapport à ça que cela se pose. Ce n'est pas parce que moi je le dis, mais moi j'ai été formé justement avec l'argent du contribuable pour éclairer le pays et dire que nous avons été bloqués à un niveau, à un moment donné. Eux, vous avez dit qu'on ne leur donne pas la place qu'il faut. Parce que lui, il est malade quand un étudiant n'a pas trouvé du boulot. Il est malade, il ne peut pas manger quand une de ses ouailles n'a pas mangé chez lui. Et les ouailles savent dans quels rapports sociaux ils sont par rapport au pouvoir suprême. Et arrivé à un niveau, on viendra dans son palais pour lui dire, bon, voilà la situation, il doit réagir. Vous comprenez un peu? Donc c'est la problématique de tout le Bénin. C'est-à-dire nous sommes tous des névrosés aujourd'hui, tout simplement parce que nous fonctionnons à partir des institutions d'emprunt qui ne peuvent pas exprimer nos vies. Et c'est ça que nous sommes en train donc de mettre sur la table en disant que il y a une manière pour l'Afrique, pour le Bénin, pour le Togo de gérer l'harmonie. Vous savez, lorsqu'on choisit la gouvernance, les gouvernants locaux, je vous assure tout. Il n'y a plus de bouillant-bouillant, il n'y a plus de bruit. Tout le monde se calme. Parce que c'est la raison du fa qu'on a utilisée. C'est la raison du fa. Les Occidentaux utilisent la raison cartésienne. C'est-à-dire qu'eux, là, ils sont habitués à voir toute chose avec son contraire. Et ils n'ont pas intérêt à nous laisser devenir harmonieux, c'est-à-dire faire les choses avec la paix. Et donc, c'est par rapport à ça que nous prospectons. Et tout ce que Sa Majesté a dit corrobore, apporte des lumières à ces hypothèses que moi j'ai émises. Alors, je vais demander donc à Majesté Patapatakou, qu'est-ce que la royauté a de si important autant de susciter des convoitises, puisque tout à l'heure, Asogba disait que lorsqu'on finit à travers le phare de choisir, tout le monde se calme. Est-ce qu'il devrait avoir autant de convoitises alors que c'est quand même les ancêtres qui désignent? Bien, merci. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça se passe actuellement dans ma localité. Dans ma localité, normalement, je ne devrais pas intervenir dessus parce que comme je suis roi, normalement, je ne devrais pas intervenir sur mes pères. Mais comme vous m'en donnez l'occasion, je vais parler de ce qui se passe dans ma localité actuellement. Vous savez, le choix d'un roi, c'est le Fa qui décide et la voix du Fa, c'est la voix des ancêtres. Nous sommes d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ce sont les ancêtres qui doivent vous désigner pour que vous soyez roi ou chef traditionnel. Et on fait des recherches à partir de plusieurs noms de la même famille royale, je pense. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, à cause de la politique, des intérêts et aussi de l'argent, parce qu'il y en a qui ont un peu de moyens, ils viennent, ils font j'allais dire une intronisation occulte quelque part, et ils s'érigent en roi d'une localité parce que personne dans la localité ne peut leur dire la vérité, étant donné qu'ils utilisent souvent l'argent comme moyen de pouvoir. Donc ça, c'est pas le pouvoir traditionnel. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. Ça n'a rien à voir. Or, ce qui se passe chez moi, c'est très important. Je dois vous en parler. C'est très important. Je vous le dis. Non, attendez. Parce qu'il faut connaître les conséquences. Les conséquences, c'est très important d'en parler. Si vous ne connaissez pas les conséquences, c'est que je n'ai rien dit. Vous comprenez? Dans ma localité à Goué, traditionnellement, historiquement, et il y a la royauté est bien définie. Vous comprenez? Actuellement, il y a un régent. Le régent, vous savez ce que c'est? C'est le régent qui garde le trône le temps que... Notre roi Merci beaucoup. Voilà, que le temps qu'on trouve un roi, qu'un roi soit désigné. Voilà. Bon, actuellement, il y a un régent. Nous sommes d'accord. Le régent est là, tranquille. On n'a pas encore de roi quand quelqu'un s'est autoproclamé qu'il est roi d'Agoué. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons des institutions préfabriquées, politisées. D'accord? Il faut dire la vérité. Moi, je suis là pour dire la vérité. Je ne vais pas faire la langue de bois. Politisées et qui s'arrogent le droit de nommer, de confirmer n'importe qui à n'importe quel poste de la royauté dans ce pays. Et ça, c'est anormal. Donc, c'est ce qui s'est passé à Agoué. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est quoi? Vous savez, quand vous faites ça, les divinités, les ancêtres se fâchent. Et tout va mal, parce qu'il y a un mécontentement général. Le 10 janvier dernier, nous n'aurons pas pu fêter à Agoué. Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Non, nous n'avons pas pu faire la fête du janvier pour la première fois depuis que ça existe. Il faut le signer. À cause de ça, à cause de cela. Non, moi, je vais finir en disant que ce genre de choses-là, il faudrait, moi j'appelle le président de la République à faire en sorte qu'on puisse légiférer pour que des choses comme ça n'arrivent plus. Et c'est ce qui va, je pense, va se passer un jour. Alors ça c'est pas un cas nouveau. On se rappelle très bien les divergences qu'il y a eu également dans le grand royaume d'Abomey, où deux frères n'ont pas pu s'entendre. Ça a duré le temps que ça devrait durer sous le règne du président Boni Yahi, qui a même tenté de concilier les positions à Tchaourou. Ça avait donc suscité beaucoup de tollé entre-temps dans la royauté à Abomey. Docteur Raymond Assogba, autant de convoitises suscitées par le fauteuil royal, est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce que vous pensez que cela pourrait vraiment être l'alternative à la bonne gouvernance? Merci. Bien sûr, parce que en fait, ce sont des événements. Et c'est des événements sociaux. Et il suffit de retourner aux fondamentaux. Très bien. C'est ça. Parce que ici, vous voyez, nous, c'est la causalité qu'on manipule. Et c'est la même causalité qui accourt dans la société, dans toutes les sociétés et du Bénin. Et donc, en utilisant la causalité, cause et effet, on va découvrir les effets qui se présentent sous forme de cause, on les élimine, et on arrive à la cause véritable. À partir de ce moment, la situation est... Nous avons trouvé qu'en fait, vous allez trouver que... et c'est le paradigme dans lequel nous sommes qui crée ces situations. Et dans ce paradigme, nos vies sont prises en otage par le CFA. Ça veut dire que le président de la République qui est là, pour financer ces politiques publiques, il est obligé de négocier l'argent avec ceux qui détiennent le trésor du Bénin, qui est la France. Et le peu qu'on va lui donner, sur 100 francs, on va lui donner peut-être 20 francs. La France prend 20 francs peut-être comme charge. Avec les 20 francs,
la mauvaise gouvernance va s'y mettre. Et la mauvaise gouvernance est devenue, en fait, la maladie de la mauvaise gouvernance est devenue la logique de vie des bureaucrates. Oui. Donc c'est cela qui est le véritable problème. Et les bureaucrates, pour garder leur pouvoir, ils utilisent l'argent pour dérégler les vies dans les zones rurales. C'est ça la véritable problématique. Et donc nous disons que en fait, il faut changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, revenons à la culture vaudou, les Djoamo. C'est pourquoi je ne parle plus seulement de culture, je parle de Djoamo culturel. Parce que quand on va dire Djoamo culturel, il ne s'agira plus d'aller prendre un auteur pour venir chercher à voir à travers ce qu'il a dit, comment nous devons faire, mais on va directement au sujet incriminé. Si c'est le Zangweto qui doit régler, si c'est Oro qui doit régler, vous avez et partout justement ces Djoamo culturels qui connaissent l'histoire des crises et qui savent où se trouvent les nœuds. Alors, on va bientôt sortir de cette émission. Votre mot de fin, Majesté Kpata-Kpatakou II, roi de la civilisation, Gain du Bénin. Bien, écoutez, d'abord, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je souhaite bonne année et paix à tous les futurs candidats à la future élection présidentielle, quels qu'ils soient. Beaucoup de paix surtout parce que, comme je suis fils du pays, j'aimerais que nous nous retrouvions après les élections à rire ensemble, à faire la fête ensemble, parce que nous avons beaucoup de fêtes encore à célébrer et j'aimerais que nous soyons au complet. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis persuadé en tant que roi que nous sommes arrivés à un moment de notre tradition où la royauté aura enfin un rôle et va pouvoir créer ses lettres de noblesse. Ce que je peux vous dire, et j'y crois tellement dur que après les élections, je pense qu'on va se réorganiser, on va essayer de se comprendre et beaucoup de choses vont se passer. Et ce que a dit le docteur, s'il plaît à Dieu, ça, on va s'en rapprocher. Alors, juste 30 secondes. Oui, je suis heureux. En fait, ce sont les mots français que nous utilisons qui nous rendent malades. Et je suis content d'avoir rencontré, je ne dirais pas le roi, mais c'est le Fioga. Le Fioga. Genfiogan. Parce que justement. Genfiogan. Parce qu'eux, ils gèrent le soleil. Alors que les gouvernants de la mauvaise gouvernance sont prisonniers du soleil. Et c'est cette sublimation que je vise à partir de la problématisation de la pensée vaudou. Merci donc à chacun et à tous. C'était votre émission Ici et ailleurs, consacrée à l'importance socio-économique de la conservation de nos valeurs traditionnelles. Sur ce plateau, vous avez donc eu le point de vue de chacun et de tous. Vos contributions également sont attendues pour parfaire cette émission. Et si vous y êtes intéressés, contactez-nous pour participer également. À bientôt sur SICA.